Nous sommes aujourd'hui ensemble pour parler d'impression 3D et d'industrie 4.0. Alors mirage ou solution concrète, on va essayer de voir un petit peu ce qui se cache derrière ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Bonjour à vous, donc je suis Arthur Lepivert, chef produit chez Festo France, et donc je m'occupe de toute la gamme électrique chez Festo France, qui concerne par exemple les axes électriques, les moteurs, les contrôleurs de moteurs, les automates, etc. Avant tout, on peut se poser la question, pourquoi l'industrie 4.0 ? Intéressons-nous d'abord à savoir pourquoi les industriels iraient vers l'industrie 4.0 et ce que ça va leur apporter comme avantage. Donc le principal challenge pour l'industriel est de gagner du temps. D'ailleurs, lorsque vous visitez une usine, ou lorsque vous vous intéressez aux machines, vous connaissez cette notion de TRS, ou taux de rendement synthétique, qui décrit en fait la capacité théorique de production de la machine par rapport à sa capacité réelle. Et donc c'est bien de ça dont il s'agit, augmenter la productivité de l'outil de production pour en maximiser les bénéfices. Donc pour raccourcir le temps, on met aussi en place de nouvelles organisations pour optimiser la façon dont on travaille. Par exemple, dans la gestion de projet, on va utiliser l'agilité avec les méthodes agiles. Ensuite, on met en place au niveau logistique, par exemple au niveau de la production, tout ce qui s'appelle le Lean Management, pour là aussi gagner en productivité, pour avoir des projets qui soient beaucoup plus proches de l'utilisateur final. Et bien sûr, dans les entreprises, on va trouver tout un tas de méthodologies, comme par exemple le PDCA qu'on retrouve en production, qui vont permettre d'améliorer les processus et donc de gagner du temps en étant plus efficace. Et bien sûr, pour anticiper le futur, eh bien, on va chercher à le prédire, en anticipant la façon dont les machines vont se comporter dans le futur. Alors voyons maintenant ce qu'on appelle le cycle de vie d'une machine. Mais avant ça, j'aimerais vous poser une question. Quel est le point commun entre toutes les technologies d'imprimante 3D ? Eh bien, c'est tout simplement le mouvement. Eh bien, tous les systèmes d'impression 3D ont des mouvements intégrés qui vont permettre de faire bouger des éléments. Que ce soit des buses, des miroirs pour les lasers, des rouleaux pour la poudre, à chaque fois, on a besoin d'un mouvement. Festo est une entreprise qui fournit des équipements liés au mouvement dans l'automatisation industrielle, que ce soit des mouvements électriques ou des mouvements pneumatiques. Donc maintenant, revenons au cycle de vie de notre machine et on va le mettre un petit peu en perspective avec cette notion de mouvement, comment faire le mouvement et comment l'intégrer dans le cycle de vie de la machine. Et donc le premier élément qui va nous intéresser chez Festo dans le concept de cycle de vie produit ou de cycle de vie d'une machine, c'est la formation. Il nous faut les bonnes compétences pour pouvoir fabriquer les bonnes machines. Or, les compétences, on les acquiert quand on se forme, donc à la fois en entreprise, quand l'entreprise nous forme, mais aussi et bien sûr pendant ses études. Donc il y a un enjeu important pour les industriels d'être présents dans les universités, dans les cycles de formation, pour apporter leurs connaissances et pouvoir enrichir en compétences les futurs ingénieurs, les futurs techniciens, les futurs opérateurs qui vont travailler sur les machines. Et pour répondre à cela, Festo a développé tout un département qui s'appelle Didactique, qui va fournir à la fois de la formation théorique, mais aussi des équipements de formation pour pouvoir commencer à se former au plus tôt à l'industrie 4.0 et aux différentes technologies. Alors maintenant, si on reprend l'évolution du cycle de vie de la machine, on va s'intéresser à l'ingénierie, qui consiste à établir les concepts de la future machine. Et ça tombe bien, le premier concept, c'est la conception. Et pour pouvoir faire la conception, on a besoin d'informations, on a besoin de savoir ce qu'il y a sur le marché, quels sont les composants, les ressources, quels sont les matériaux disponibles, quels sont les savoir-faire qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour réaliser une machine. Donc il est important de disposer en tant qu'ingénieur, par exemple, d'outils de gestion d'information que vont mettre à disposition soit les instituts comme FCBA, on va retrouver par exemple la Matériothèque, mais aussi les industriels, donc ils vont proposer des outils de gestion de l'information pour que très facilement on puisse accéder par exemple aux données techniques sur les composants, aux données d'interface électrique, etc., etc. Disposer de l'information sur les composants ou sur les solutions que proposent les industriels n'est pas suffisant. En tant qu'ingénieur ou bien technicien, quand on va dimensionner un système et concevoir une machine, justement, il va falloir correctement dimensionner les composants, correctement dimensionner les solutions pour qu'elles répondent aux exigences d'un cahier des charges ou d'une application. Et donc dans ce cadre-là, on va avoir besoin d'outils de dimensionnement pour pouvoir sélectionner les composants adaptés. On va utiliser par exemple des outils comme des configurateurs de produits, donc en entrée on va spécifier l'application et en sortie on va obtenir un composant qui va être adapté à l'application.
Ça peut être des outils de dimensionnement qui vont avoir une partie calcul plus importante pour vérifier que toutes les sollicitations appliquées aux composants ne vont pas dépasser les limites préconisées par le fournisseur. Mais il est aussi important à cette étape de commencer la traçabilité pour qu'on sache quel composant a été dimensionné et de quelle manière une fois qu'il est monté sur la machine. Mais on va chercher aussi à fournir d'autres éléments comme des dossiers de conception, des nomenclatures de pièces. On va fournir des programmes informatiques comme par exemple des scripts de configuration, des fichiers de description informatique pour intégrer les équipements dans la machine, de telle manière que la documentation puisse suivre le cycle complet de la machine après l'ingénierie, bien en production, en opération, pendant la maintenance et pendant le rebut. Il s'agit donc de construire au plus tôt ce qu'on peut appeler un jumeau numérique de la machine qui va contenir bien plus d'informations que sa géométrie. On va pouvoir ajouter par exemple du fonctionnement mécanique, que ce soit des composants ou de la machine dans son ensemble, une description de la cinématique pour les mouvements, une description des caractéristiques pneumatiques ou hydrauliques, le fonctionnement électrique avec les interfaces électriques, des éléments de description comportementale, par exemple la physique, l'inertie, la description du comportement de la machine quand elle est sous contrainte, ou encore la simulation du fonctionnement complet de la machine pour connaître quelles sont les pièces d'usure. Et puis aussi évidemment des éléments liés à la mise en route virtuelle qui vont permettre à la fois au client de se rendre compte de la façon dont on met en route la machine, mais aussi à la partie maintenance pour les différents réglages. On voit par exemple lorsque l'on est à la matériothèque au FCBA que les matériaux n'ont pas le même poids, la même densité, ils n'ont pas la même texture, la même couleur, mais ils ne vont pas non plus transmettre la lumière de la même façon. À chaque fois, ce sont des éléments qu'on va pouvoir ajouter au modèle pour que sa description soit plus complète. Les données d'information qu'on a agrégées autour du jumeau numérique vont aussi nous permettre de gérer toutes les interfaces liées à l'assemblage de la machine. Une machine, c'est un assemblage de différents équipements. On peut prendre un bâti qui va être mécano-soudé, peint, mais on va aussi trouver par exemple un robot, un cobo, des axes électriques, des axes pneumatiques, des systèmes de traitement d'air, une armoire électrique avec un certain nombre de connexions électriques, de la puissance, de la ventilation, du convoyage, etc. Une machine et un équipement industriel comportent un ensemble impressionnant d'équipements différents. Le jumeau numérique d'une machine va nous permettre de connaître toutes les interfaces et donc d'aller plus rapidement à la construction de la machine et plus rapidement à la mise en route de cette machine. Et cette information que produit la machine va aussi être utilisée pour renseigner le jumeau numérique. Grâce à cette information et grâce au jumeau numérique, on pourra connaître ce qu'a vécu la machine. Alors cela pose une problématique qui est de la structuration de toute cette donnée qu'on va agréger autour du modèle numérique. Alors bien sûr, il existe maintenant des outils de description qui vont nous aider à enrichir ces modèles-là. Comme par exemple, citons Automation ML, qui est un langage en fait de description, un peu comme XML, qui va permettre de structurer l'ensemble de la description des éléments de la machine de manière normalisée, de telle façon à ce que les industriels et les utilisateurs puissent réutiliser cette information. Mais on peut aussi citer les e-classes. Une e-class en fait est une représentation numérique d'un équipement ou d'un service qui sont une base de données de services et de produits standardisés dans lequel on va retrouver là aussi des informations liées au comportement des produits, à leur tension électrique, à leur cinématique, leur mécanique, la géométrie, les interfaces, les données électriques, pneumatiques et autres. Donc poursuivons maintenant dans le cycle de vie de la machine et nous en arrivons à l'étape d'assemblage ou de construction de la machine en tant que telle. Or, l'un des challenges pour les industriels, notamment les constructeurs de machines, est qu'ils n'ont pas forcément dans les mains le produit fini sur lequel travailler. Parlons par exemple d'un flacon de shampoing, eh bien il est possible que l'équipe marketing ou l'équipe de conception produit de ce shampoing en question n'ait pas terminé de travailler dessus, et donc les dimensions, les formes, le poids, les matériaux ne sont pas encore complètement définis. Eh bien aujourd'hui, on va concevoir une machine qui va permettre de remplir ces flacons, de les fermer, de visser le bouchon, de mettre une étiquette, alors qu'on ne connaît pas encore la géométrie finale d'un flacon de shampoing. Et donc c'est là qu'on va avoir un fort intérêt à utiliser l'impression 3D, puisqu'elle va nous permettre de réaliser par exemple des godets temporaires, pour pouvoir utiliser des flacons temporaires là aussi imprimés en 3D. Ça va nous permettre de faire des flacons de shampoing prototypes, mais aussi de faire des godets prototypes, des systèmes de mort de pince prototypes, etc. Un certain nombre de composants qui vont nous aider à pouvoir construire la machine, la mettre au point, tout en n'ayant pas le produit final du client. Un autre enjeu qu'on va avoir lors de la construction de la machine, c'est de gérer les interfaces, puisque je vais assembler des solutions qui viennent de différents fournisseurs. On prend par exemple un fournisseur qui va me faire un bâti mécano-soudé, qui va être ensuite peint.
mais j'ai un fournisseur qui va me fournir un bras robotique, un fournisseur qui va me fournir une armoire de commande, et puis des systèmes d'axes, etc., etc. Je dois assembler l'ensemble, et puis les faire discuter ensemble pour que ça fonctionne et que ma machine réalise ce pourquoi elle a été conçue. Lors de la mise en route, on va s'appuyer sur des documentations de fournisseurs de composants, de fournisseurs de solutions, pour pouvoir aller le plus vite possible. Les fournisseurs vont mettre à disposition par exemple des notes applicatives pour aller plus vite, par l'exemple pour nous montrer comment mettre en route plus rapidement les automates, les systèmes d'axes, des contrôleurs de moteur, mais encore des scrutateurs, des robots, etc. Après l'assemblage de la machine, sa mise en route, et bien sûr la recette du client en usine, vient le jour tant attendu du fonctionnement de cette machine ou de cette ligne de production dans l'usine pour laquelle elle a été destinée. Doit-on former les opérateurs à l'utilisation de cette nouvelle machine? C'est une question qui n'est pas anodine puisqu'on se rend compte que l'un des challenges effectivement pour les industriels, c'est bien la formation. Si les personnels passent du temps en formation, ils ne sont pas productifs et on s'aperçoit aussi qu'on a beaucoup de turnover et donc de plus en plus de besoins de formation. Les utilisateurs des machines vont être donc très attentifs à ce que les machines soient facilement utilisables, par exemple avec des icônes plutôt qu'avec des mots, pour éviter de traduire par exemple si les opérateurs ne parlent pas français, ou bien encore si les machines doivent partir à l'étranger. Ensuite, lorsque la machine est en production, elle va produire de l'information. Alors cette information, soit on l'utilise, soit on ne l'utilise pas, mais on se rend compte que dans les usines aujourd'hui et depuis longtemps, l'information, on s'en sert. Rappelez-vous par exemple lorsque vous êtes dans une usine et que vous voyez de grands panneaux d'affichage qui montrent le taux de rendement synthétique d'une machine ou d'une ligne, ou bien encore le dernier PDCA, ou encore bien le taux d'accident qu'on peut avoir sur une ligne ou sur une machine ou sur l'usine complète. Donc l'information est au cœur de l'usine et on l'utilise et elle ne va pas être utilisée de la même manière par tout le monde. L'opérateur a besoin de savoir s'il reste des composants pour la fabrication des produits. Par exemple, s'il reste du shampoing dans notre cuve, ou bien s'il y a encore suffisamment de carton en début de ligne pour remplir toute une palette. Donc les machines sont depuis longtemps capables de nous renvoyer cette information-là qui va être tout de suite utilisable par l'opérateur. Mais les machines sont de plus en plus capables de fournir beaucoup plus d'informations, notamment à l'usage de la conduite de machine, de la conduite de ligne, de la conduite d'usine, mais aussi à des postes beaucoup plus loin de l'usine pour faire des décisions stratégiques, par exemple sur les politiques énergétiques d'une usine, sur les politiques d'achat de matières premières d'un groupe. Durant son fonctionnement dans l'usine, la machine va subir un certain nombre de maintenances. Et c'est là que ça va être très intéressant de connaître le vécu de la machine. Savoir qu'un axe électrique à 10 km de fonctionnement ou seulement 1 km va nous donner un renseignement sur sa durée de vie. C'est aussi à ce moment-là qu'on va pouvoir replonger dans les informations de conception pour optimiser la durée de vie de la machine, ou bien comprendre comment elle a été conçue pour en optimiser la maintenance. Bien sûr, l'équipe maintenance va avoir à disposition une quantité phénoménale d'informations et donc elles vont avoir à gérer toute cette documentation via généralement des logiciels dédiés à la maintenance, des logiciels métiers. La maintenance est aussi proche des machines. Donc il leur faut de l'information qui soit au plus proche du terrain, notamment pour faire un diagnostic, pour démonter une pièce, pour comprendre un réglage, etc. C'est ainsi qu'on a numérisé la maintenance pour, au plus proche de la machine, ouvrir une documentation, ouvrir un programme, ouvrir un 3D et pouvoir intervenir le plus rapidement possible. La maintenance se décompose en différents stades. Vous connaissez tous la maintenance curative qui consiste à intervenir sur la machine au moment où il y a une casse. Dans l'exemple de l'impression 3D, lorsqu'un filament casse, l'impression est loupée, il faut remplacer le filament et ensuite on peut recommencer l'impression, repartir en production. Mais on peut aussi intervenir en amont grâce à la maintenance préventive et ça notamment grâce à l'information que donne le fournisseur de composants ou de solutions sur l'entretien de son matériel. Par exemple, il s'agit peut-être d'activer une vanne tous les mois pour être sûr que le moment voulu, elle s'active correctement. Ça fait partie de la maintenance préventive. On va parler de maintenance prescriptive lorsque l'on va faire un audit d'une installation pour pouvoir déterminer tout ce qu'il va falloir remplacer ou entretenir. Et donc, on va pouvoir augmenter la durée de vie de la machine de cette manière-là. Et enfin, le plus connu dans le domaine de l'industrie 4.0, la maintenance prédictive qui consiste à prédire ce qui va se passer dans le futur, par exemple avec des algorithmes d'intelligence artificielle. Ces briques d'intelligence artificielle vont permettre de comparer le fonctionnement d'une machine en temps réel par rapport à son fonctionnement nominal et ainsi lever des alertes lorsque le fonctionnement en temps réel s'écarte trop du modèle nominal. Vous voyez qu'on a abordé les différents points, les différentes étapes du cycle de vie d'une machine ou d'un produit.
Et en fait, on s'aperçoit qu'à chaque étape intervient de nouveaux concepts, comme le jumeau numérique, comme la remontée d'informations, l'enregistrement de l'information, comme par exemple les briques d'intelligence artificielle. Et voilà ce qu'on appelle l'industrie 4.0. C'est l'intervention à chaque étape du cycle de vie d'une machine, du numérique. L'omniprésence des outils numériques demande une gestion appropriée. Par exemple, on a de plus en plus d'ordinateurs avec des logiciels, comme on disait tout à l'heure, de gestion de l'information, de modélisation, de dimensionnement, etc. Mais aussi, l'omniprésence du numérique va impliquer de nouveaux risques pour l'industriel. Effectivement, ces machines sont connectées, elles sont soit connectées au cloud, soit connectées à des réseaux d'entreprise, et donc il y a un risque fort au niveau cybersécurité qui doit être pris en compte. Mais en termes d'impact, on va voir aussi que l'industrie 4.0 peut modifier radicalement le business model d'une entreprise. En effet, beaucoup d'outils sont proposés as a service, comme par exemple le software as a service ou le hardware as a service. Ça signifie en fait que le business model va évoluer par exemple de la vente de composants, de la vente de machines, peut-être à du leasing, à de la location. Et donc on va retrouver des business models hybrides dans lesquels on aura peut-être de la vente de composants, de la vente de machines, mais aussi des packages de maintenance, de formation, et qui vont donc former un package complet. Ces packages ne sont pas forcément simples à construire, et un constructeur de machines ayant une expertise dans la construction de machines ne l'aura pas forcément dans l'entretien ou bien dans la formation, si bien que ces business models hybrides vont amener à la construction de partenariats entre industriels, peut-être pour faire de la formation sur les machines, un autre industriel va fournir la machine, et enfin un troisième va fournir tout ce qui est contrat de maintenance autour de la machine, et l'ensemble au sein d'un même package pour le client final. Alors l'industrie 4.0, mirage ou solution concrète, eh bien on voit qu'on a déjà les deux pieds dans l'industrie 4.0, elle nous entoure. Et donc tout l'enjeu pour les industriels va être de s'en emparer, de la comprendre pour pouvoir l'intégrer à leur business model et donc réussir à être concurrentiel, proposer de nouveaux services et de nouveaux produits.